parti au service militaire, j'étais à Tahiti, où c'était très dur, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, c'était très agréable. Et en revenant du service militaire de Tahiti, je ne voulais pas aller dans un bureau, quoi. Je revenais d'un endroit idyllique. J'avais en revanche passé pendant mon service militaire tous mes permis. Et donc avec un copain, on s'était dit, tiens, on va faire du transport routier. Et puis un matin, on avait vu une petite annonce dans le Figaro qui recrutait des chauffeurs routiers. Et donc en nous rendant au Figaro, à l'époque, on pouvait passer devant Notre-Dame, et puis on sortait de l'autre côté pour aller au Figaro qui était à ce moment-là rue du Louvre. Et en traversant la place, on a un petit accrochage en voiture. Et en face, il y avait la préfecture de police. Et là, je dis à mon copain, je dis, écoute, pendant que tu fais le constat, je vais voir s'ils embauchent en face. Quand je suis arrivé, c'était tapis rouge. Parce qu'à l'époque, on était à l'époque du plein emploi et personne voulait rentrer dans l'administration. Et j'avais ma première partie de bac, j'avais échoué la deuxième partie. On m'a proposé d'être officier de police adjoint contractuel. C'était un contrat où on vous analysait pour savoir si vous étiez capable et compétent. Et à partir de là, où vous restiez dans la boîte, ou vous alliez ailleurs. Et on m'a envoyé à la police judiciaire de la préfecture de police, au 36 quai des Orfèvres. On m'a affecté aux archives. Alors vous savez, quand vous avez 20 ans, vous avez des dossiers du sol au plafond, vous faites un peu la gueule, quoi. Mais bon, j'ai eu un patron formidable qui m'a dit, vous savez, vous n'y resterez pas toute votre vie. J'ai un conseil à vous donner. Si vous avez l'occasion de présenter des concours, faites-le. Si vous les réussissez, vous présentez le concours d'après. Si vous échouez, vous saurez que votre niveau est à ce stade-là. Après, j'ai été en commissariat parce que je m'étais un peu engueulé avec le responsable des archives. Et j'ai été affecté au commissariat du Roule. J'étais au commissariat de quartier du Roule lorsque un jeune commissaire de police, qui s'appelait Jean Cial, on avait fait une petite affaire qu'on avait réussi et il m'avait dit « je me souviendrai de vous ». C'est une parole en l'air, quoi. Et un beau jour, le directeur central de la PJ a fait appel à Jean Cial pour qu'il vienne créer le même service sur le plan national. Je l'ai accompagné et j'ai été dans ce qu'on appelait la 6e section de la police judiciaire qui deviendra la DNAT, la Direction nationale antiterroriste. Et à ce moment-là, on s'occupait des Bretons qui nous faisaient des attentats, des Basques, des Corses. Ça a été ma deuxième affectation. Et en même temps, j'ai préparé le concours de commissaire de police. Je l'ai eu en février 1973. Et j'ai choisi ensuite de revenir à la préfecture de police. Et à ce moment-là, j'ai fait 3 ans à la 2e brigade territoriale, où là, c'était extrêmement giboyeux. C'était un des plus gros services qui faisait le plus d'affaires et qui s'occupait beaucoup de criminalité moyenne, si vous voulez. J'ai fait 3 ans en brigade territoriale et à ce moment-là, Pierre Ottavioli recrutait des gens pour la brigade criminelle. Pendant mon passage à la brigade criminelle, on s'occupait pas mal d'affaires criminelles, bien sûr, et en même temps, on s'occupait aussi de tout ce qui était qualifié à l'époque de politique, mais qui était en réalité des affaires de terrorisme qui ne se qualifiaient pas encore comme ça. Lorsque Ottavioli a quitté la brigade criminelle, c'est Marcel Leclerc qui a pris sa succession. Il m'avait dit qu'il faudrait créer une section à la brigade criminelle qui utilise les techniques de la brigade criminelle, les capacités d'enquête de la brigade criminelle, mais surtout ce qui est atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier service. C'était la section antiterroriste de la préfecture de police qui existe toujours. Au bout de 4 ans, j'ai été nommé numéro 2 de la brigade de répression du banditisme, où malheureusement je suis resté que 3 mois, parce qu'à ce moment-là, Robert Broussard, qui était un collègue policier, qui était patron de la BRI, qui a été appelé par le ministre Franceschi pour aller en Corse prendre le poste de préfet de police. Broussard m'a dit un jour, écoute, le ministre va t'appeler, tu diras oui, tu verras, c'est pour un truc, j'y vais moi aussi, on sera ensemble là-bas. Effectivement, Franceschi me fait venir, il me dit, je vous nomme commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire d'Ajaccio. Parce qu'à Ajaccio, en 1982, il y avait eu 813 attentats. Donc j'ai été nommé à ce poste-là, j'ai rejoint Broussard. On a repris en main un petit peu les services de police. On était passé de 812 attentats à 350, quelque chose comme ça. Avec Robert, on avait en tête depuis longtemps qu'il aurait fallu créer sur le plan national un service d'intervention et un service de gestion de crise pour toutes les affaires délicates, dangereuses. On avait, nous, dans notre esprit, on dit on va prendre la brigade de recherche et d'intervention pour en faire un service national. À juste titre, le directeur de la PJ à Paris a dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne me prenez pas ma BRI. Lorsque Robert
a été nommé adjoint opérationnel au directeur général de la police nationale. Il en a parlé à Verbrugge, qui était le directeur général, qui en a parlé à Jox. Et Jox a été enchanté par cette idée. Et c'est comme ça qu'on a lancé un premier télégramme de recrutement. Et on a eu 1200 candidats qui se sont présentés. Alors j'étais le candidat de Broussard pour prendre la direction de ce service. Mais Jox a voulu nous entendre. On était 7-8. Et puis finalement, j'ai dû donner les bons arguments. Enfin, ce que je lui avais dit, ce que je voudrais, c'est que ce service, ce soit la Formule 1 de la police nationale. C'est en fait ce que c'est devenu. On avait un service qui, au départ, devait être dimensionné à 80 personnes. On a trié dans les 1200 candidats, 80 candidatures, d'abord sur dossier, et ensuite, on leur faisait faire une semaine de sélection extrêmement sévère. Alors, sélection technique, toutes les spécialités qu'on voulait avoir dans ce domaine. Et en septembre 85, à ce moment-là, on s'installe à Canet-Cluse pour former les gens. On faisait ce qu'on appelait de l'auto-formation. C'est-à-dire tous les gens qui venaient de tous les services, qui avaient des spécialités, apprenaient leurs spécialités aux autres. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit réussi à créer un service où tout le monde avait pris le meilleur des autres. On s'est dit, il faut des gens pour interpeller des individus dans la rue, il faut des gens qui puissent passer par des fenêtres pour faire des interventions en varap, il faut des tireurs de haute précision, parce que là aussi, les tireurs de haute précision, si vous voulez, tout le monde est capable de tirer dans une cible, mais quand vous passez des heures avec quelqu'un au bout de la lunette, vous le voyez vivre, et qu'à un moment donné, on vous demande de tirer, là, il faut tirer. Et il y a une formation psychologique extrêmement importante. On a fait du parachutisme, parce qu'on s'est dit, peut-être on aura des fois besoin d'intervenir dans des endroits un peu compliqués. Et tout ça s'est avéré, au fil des ans, avoir effectivement été assez judicieux comme choix. On avait un groupe de psychologues de la police qui nous a accompagnés, des médecins, des psychologues, tout ça. Alors là, les psychologues m'avaient dit, qu'est-ce que vous cherchez comme profil? J'ai dit, non, vous allez me dire quel est le profil de chacun, puis moi je vais choisir, parce que c'est moi qui vais bosser avec eux. Si vous prenez des gens à partir d'un profil, ce que veulent les psychologues, vous allez prendre que des gens normaux, moyens. Or, moi, je voulais des gens qui soient un peu comme des bûcherons canadiens, qui soient solides. On a fait ce choix qui, finalement, s'avérera par la suite extrêmement intéressant, puisque ça continue, d'ailleurs. On recrute toujours sur une semaine des gens qui sont soumis, d'ailleurs, à des impératifs beaucoup plus forts que les nôtres. Et au début, il a fallu créer le service, c'est-à-dire combien de sections, qui... Et on avait même mis à l'époque un service de filature et de surveillance qui a disparu parce qu'il n'y en a peut-être plus la nécessité, le RAID s'est adapté autrement, pour arriver à finalement mettre au point un service avec un certain nombre de groupes d'intervention, de varapeurs, de tireurs, de maîtres chiens. On a mis à peu près 3 ans pour trouver la formule qui finalement s'est avérée la bonne formule. Alors moi je voulais un nom qui soit court, qui soit facilement mémorisable. Alors on avait fait un brainstorming dans un restaurant avec le chef de cabinet du ministre qui s'appelait François Rebsamen, avec Jean-Loup Robert qui était le conseiller presse du ministre. Les trucs les plus invraisemblables sont apparus. Puis finalement on est arrivé sur RAID. La seule réserve qu'il y avait, c'est que RAID c'était un démoustiquant. Vous savez. Alors tant pis. Tout le monde s'en foutra. Et on a gardé ça pour nous, parce que je voulais que le mot soit trouvé par l'ensemble du groupe. Et lorsqu'on est à Canet-Cluse, tous les soirs, on se réunissait, et bon, on délirait là-dessus, jusqu'à ce que petit à petit, en les orientant, on est arrivé à RAID, et que tout le monde a accepté le mot. Le logo, là, pareil, je voulais un animal, mais je ne voulais pas un animal comme on voit, vous savez, avec croc ouvert, le machin, des pistolets partout. Et donc, c'est sur un vase grec, on a vu une image d'un vase grec, cette panthère avec la main, avec la patte qui pend sur le côté. Il y avait le slogan de Mitterrand qui était « La force tranquille ». Et donc là, j'ai dit, voilà, nous, on sera une force tranquille. C'est comme ça qu'on a choisi le logo. Et servir sans faillir, c'est autre chose. Alors là, c'est l'épouse de Broussard. On cherchait une devise pour le groupe. Et en se réveillant le matin, c'est elle qui lui dit, mais écoute, servir sans faillir. Tout le monde a trouvé ça formidable. Et on l'a adopté comme ça. Pendant qu'on créait le service, on y travaillait aussi.
Alors notre première mission, ça a été d'accompagner en décembre 1985 le président de la République, Mitterrand, en Guadeloupe. Donc on a accompagné le président pour assurer une protection et faire la première mission de cohésion du groupe, si vous voulez. Et en rentrant de Guadeloupe, on a eu à la Noël 85 la prise d'otage de la cour d'assises de Nantes, là où on a eu 37 heures de discussion. Il y avait de tout dans cette cour d'assises, évidemment. Il y avait du public, il y avait des magistrats, il y avait des étudiants qui étaient venus. Et donc on avait une cinquantaine de gens qui étaient pris en otage par 3 types qui menaçaient évidemment de les tuer si on ne leur donnait pas les moyens de s'enfuir. Alors on a mené des négociations, on avait étudié les systèmes, de discuter, d'essayer comment faire se rendre les gens. L'idée étant de leur dire, voilà, vous avez des otages et vous êtes forts. De notre côté, on est aussi puissant et armé. Tant que vous ne touchez pas aux otages, on peut discuter. Si vous touchez aux otages, à ce moment-là, on intervient. Les mots doivent être comme des armes. Il faut qu'on puisse, avec les mots, convaincre les gens de se rendre. Petit à petit, le RAID est monté en puissance dans la capacité d'intervention en fonction de la dangerosité des personnes qu'il y avait en face. Parce que le RAID, ce que j'ai toujours voulu, et ce qu'il était dès le départ, non pas que ce soit un groupe d'intervention, comme on avait les GIPN avant, ou comme il y a le GIGN, mais un groupe de gestion de crise. Et qu'il fallait, c'est qu'on soit en capacité de gérer la crise dans toute sa dimension. C'est-à-dire la dimension psychologique, physique. On discutait pour savoir s'il n'y avait pas des malades, pour les faire s'intéresser aux otages. Parce qu'une fois qu'on s'intéresse à des gens, on ne les tue pas de la même façon que si on le fait de façon brutale et simplement sans réfléchir. Les 2 moments les plus dangereux, c'est le début, quand les gens pénètrent, ils sont tendus, ils ont du stress, et la fin, quand ils ont peur de se faire tuer. Où là, il faut qu'on les rassure pour leur dire que s'ils se rendent, toutes les précautions seront prises. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est 2 choses. D'abord, ce qui est les succès, qui étaient quand même assez formidables, et avec des techniques qu'on avait mis au point nous-mêmes, avec des gens extraordinaires. Et puis, la douleur d'avoir perdu 2 fonctionnaires à Ris-Orangis et un en Corse. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à accepter parce que, quelque part, on se dit toujours que peut-être ça aurait pu se faire autrement. Voilà, c'est cet aspect-là. Après, on a fait aussi la réalisation d'Action Directe, où on les a arrêtés vivants, ce qui était une grande satisfaction pour moi, parce que quand on intervient sur la ferme, à Vitry-aux-Loges, il y en a 3 qui sont déjà montés à l'étage, et il y a le rouillant qui monte l'escalier, petit escalier de meunier, avec une arme à la main. Et là, il y a un des hommes du RAID qui lâche une petite rafale en bas de l'escalier, et rouillant a jeté son arme en disant « tirez pas, tirez pas ». Et ça nous a permis de les arrêter vivants. C'est-à-dire qu'après on nous disait « mais pourquoi vous avez tué ?» Parce qu'on n'est pas des tueurs, on est des policiers, on est là pour arrêter les gens et pour les mettre à la disposition de la justice. Le RAID, c'est un service exceptionnel, où vous avez des contacts avec des gens à tous les niveaux. C'est tellement passionnant, tellement exaltant, que chaque fois qu'on intervient, on reprend un coup d'adrénaline qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas lassant. On est tout le temps sur la brèche, on est tout le temps sur de l'action. Et pendant qu'on est dans l'action, c'est sûr qu'on n'a pas envie de partir. Et en même temps, il faut quitter le RAID. Et si vous ne revenez pas dans un service normal, vous perdez un petit peu la vision concrète et réelle de la vie. Il faut revenir. C'est pour ça que moi, à la sortie du RAID, j'ai souhaité revenir en police judiciaire, qui était ma direction de départ. Et je suis revenu à la police judiciaire de Versailles, qui est un service extraordinaire. Moi, j'ai 50 ans de service public. Mais la moyenne du temps que j'ai passé dans un service, c'est 2 ans et demi. Vous voyez, le plus, c'est le RAID. La brigade criminelle, 4 ans. Mais c'est 2 ans et demi. Il faut bouger, il faut changer. Le RAID, il s'est construit, il a continué à se construire, il continue toujours à se construire et à évoluer tout en gardant ce niveau d'excellence qui s'est installé petit à petit au fil des affaires, au fil des déceptions, au fil des risques courus, au fil des résultats obtenus. Tout ça, ça fait un petit peu ce que j'appellerais cette espèce de conscience qu'on est
dans une mission, on est là pour servir, sans faillir. Et qu'on doit continuer à maintenir cette capacité d'action au plus haut niveau possible. Je souhaiterais bien sûr de continuer, mais surtout sans changer. Et de garder toujours cette force morale qui est au cœur de chacun des hommes du RAID. Je suis très très fier, pas de moi, je suis très fier du service et de tous les gens qui y sont passés en 40 ans. Mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux qu'on ait cette continuité dans l'excellence qui est, je crois, peut-être quelque chose d'unique.